Oui, oh, tu sais, c'est tout simple, hein. Il suffisait d'y penser, hein. Bon, moi, qu'est-ce que j'ai fait finalement? J'ai juste inventé le convecteur temporel. C'est un truc tout bête, hein, à base de silicium en téflon extrudé. Je l'ai relié à mes vieilles consoles. Bon, il se trouve que je fais la collection des vieilles consoles d'époque. Ça vaut la peau des fesses, hein, sur les sites d'enchères, mais bon, c'est pas le problème. Donc j'ai connecté tout ça, et puis ensuite, bah, tu tapes la date là, tout simplement, et puis ça te permet de voyager à travers toute l'histoire du jeu vidéo. Mais si tu veux, je t'emmène faire un tour. Oui, je sais, hein, je me la pète un peu, mais bon, de temps en temps, ça fait du bien. Et puis justement, aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener dans le monde de la frime, de l'esbrouf, de l'épate, de la poudre aux yeux. Aujourd'hui, on va rendre visite à des héros de jeux vidéo qui se la pètent, à commencer par le héros de Space Harrier avec ses jetpacks dans le dos. Et pour ça, je vous ramène en 1985, au beau milieu de ce qu'on appelait les années frime, les années fric. À cette époque, même les consoles étaient en or. C'était l'âge d'or des yuppies, des winners, des battants et autres golden boys. Le mec de Space Harrier, ça c'était du Golden Boy, même ses cheveux étaient en or, enfin il était blond quoi. Lui, c'était le genre à faire son jogging dans Central Park avec le Walkman accroché à la ceinture. Sauf que pour ce mec-là, le Walkman c'était pas encore assez comme gadget. Alors plutôt que s'emmerder à faire son jogging à pied, il se collait des jetpacks dans le dos et il partait faire de l'exercice aux quatre coins du monde. Enfin pas vraiment aux quatre coins du monde, parce que même si on croit reconnaître par moments les statues de l'île de Pâques, des dragons chinois ou quelques colonnes grecques, notre Golden Boy se baladait en fait dans la Fantasy Zone, une contrée imaginaire bigrement colorée et hautement fantaisiste, comme son nom l'indique. Oui, on prenait beaucoup de drogue dans les années 80. Attention, il y a le plafond qui baisse là, non hein? Ou alors c'est mes yeux. Et les diamants volants et les bouchons de champagne géants, vous les voyez aussi ou c'est juste moi? Ah bon, ça me rassure. C'est vrai que Space Harrier était un shoot'em up totalement hallucinant au sens propre du terme. Ce damier psychédélique qui défilait à toute allure sous vos petits pieds, c'était quelque chose de sacrément impressionnant en ces temps reculés où la 3D n'existait pas dans les jeux vidéo. Tous ceux qui y ont joué à l'époque ont été marqués par Space Harrier et sa musique endiablée. Beaucoup aussi ont été traumatisés par les séquences où le héros chevauchait des dragons. Et pas seulement parce qu'on lui voyait les choses aux dragons. Tiens, en parlant de chevaucher, apprenez mes jeunes amis que Space Harrier est un des tout premiers jeux avec Afterburner qui proposait une cabine montée sur vérin hydraulique, histoire de bien secouer le joueur dans tous les sens. Et pour secouer, croyez-moi, ça secouait, ça filait même la gerbe. Pour obtenir à peu près le même résultat sur les consoles de salon, les gars de chez Sega ont eu la bonne idée 3 ans plus tard de sortir sur Sega Master System un Space Harrier 3D qui utilisait des petites lunettes pour vous donner la sensation de profondeur. Là encore, ça donnait surtout la sensation de ne pas avoir bien digéré le repas du midi à la cantine. Vous savez, la fameuse viande mystère qu'on nous servait le jeudi midi et qu'on n'a jamais bien su ce que c'était au juste. Mais bon, je m'égare. Le jeu comprenait 18 niveaux au décor variés, comme celui-ci, baptisé Lucasia, sans doute en hommage à George Lucas, le papa de la guerre des étoiles. On y trouvait non pas des bantas, vous savez, les montures poilues des hommes des sables, mais des mammouths à un œil, car la Fantasy Zone abritait aussi bien des trucs futuristes, comme des champignons nucléaires ou des soucoupes volantes, que des trucs vaguement préhistoriques, comme des mammouths ou des dinosaures. Cet univers déjanté est celui d'un des plus grands noms du jeu vidéo, Yu Suzuki. On lui doit quelques-uns des plus grands jeux d'arcade de l'époque, comme Hang-On, Afterburner, Outrun, Virtua Fighter, et plus récemment le mythique Shenmue, sur la regrettée Dreamcast, la dernière console de Sega en tant que constructeur. D'ailleurs, dans le jeu Shenmue, on trouvait une borne d'arcade sur laquelle on pouvait jouer à Space Harrier. La Dreamcast n'existe plus, mais par contre, Sega est aujourd'hui à coquiner à son ennemi d'hier, Nintendo. Et du coup, vous allez pouvoir trouver sur la Wii de Nintendo, en téléchargement, la suite de Space Harrier, astucieusement baptisée Space Harrier 2, et sortie en 1988 sur Mega Drive. Dans Space Harrier, vous n'avez que 2 choses à faire, tirer et esquiver, mais par moments ça va tellement vite qu'on ne sait plus où donner de la tête. Et évidemment, comme dans tout bon shoot'em up qui se respecte, un gros monstre ou une flopée de moyens monstres vous attendent à la fin de chaque niveau. Si Space Harrier a révolutionné le genre, c'est simplement parce qu'il est le tout premier shoot'em up en 3D. Le jeu a été adapté sur presque toutes les consoles de salon de l'époque, et c'était pas toujours une réussite. Tiens allez, juste pour rire, quittons un peu les salles d'arcade et jetons un coup d'œil à ce que donnait la version Amstrad CPC.
Ah ça frimait nettement moins sur ces PC. L'Amstrad, c'était l'ordinateur le moins cher de l'époque. Livré avec un clavier, un lecteur de cassette et un écran en couleur, il a permis à pas mal de joueurs de se lancer dans la grande aventure du jeu vidéo, mais il n'était pas franchement fait pour rivaliser avec les jeux d'arcade. Jouer à Space Harrier sur Amstrad, c'est un peu comme essayer de faire du saut à l'élastique en attachant ensemble des élastiques de bureau. En fait, il faut pas. Ça, c'est sûr, passer de la version salle d'arcade à la version console de salon, ça faisait une sacrée dégringolade. Mais nous, à l'époque, on était tellement heureux de pouvoir montrer à nos potes des jeux d'arcade dans nos salons qu'on en oubliait la différence. On n'arrivait même plus à faire la différence entre le jeu d'arcade et le jeu sur la console de salon. Qu'est-ce que vous voulez? L'amour rend aveugle, ou au moins borgne. Par contre, là où les consoles de salon pouvaient pas vraiment rivaliser avec les salles d'arcade, c'est sur le matériel. Par exemple, pour le jeu Outrun, qui était une des meilleures courses de bagnole de l'époque, et peut-être même de tous les temps, il y avait une véritable réplique de Ferrari Testarossa à bord de laquelle on pouvait monter. Il y avait un volant comme ça, c'était monté sur vérin hydraulique et il y avait un écran géant devant le pare-brise. C'était hallucinant pour l'époque. Mais allez faire rentrer ça dans un salon, sans parler des plaintes des voisins du dessous, parce qu'avec les vérins hydrauliques, ça secouait comme en vrai. Enfin, en vrai, je me doute que des voitures de ce prix-là, ça doit quand même avoir des suspensions un tout petit peu plus souples. Quoi qu'il en soit, rouler au volant d'un de ces petits bolides, même virtuels, c'était déjà la grande frime. Quand on veut frimer, il y a un truc très important, c'est l'autoradio. Dans Outrun, avant même de démarrer le moteur, on commençait par choisir une des 4 stations FM proposées, histoire de bien se mettre dans l'ambiance, avec des morceaux comme Passing Breeze, Splash Wave ou Magical Sound Shower. Les musiques de la frime à l'époque étaient souvent signées Hiroshi Miyoshi, la musique de Space Harrier, c'était lui. Et aussi celle de Afterburner, le simulateur d'avion de chasse, ou de Hang-On, la course de moto. Que des grands hits d'arcade, que des jeux qui décoiffent. Sauf Hang-On, où on porte un casque de motard. Avec la fausse 3D, l'impression de vitesse était stupéfiante. Ça a changé des autres courses de bagnole qui à l'époque étaient presque toutes présentées en vue de dessus. Ah, la blonde, personne ne l'a oublié, c'est même un des principaux centres d'intérêt du jeu. Oui, avec le ventilateur intégré bien sûr, le genre de gadget que tout bon frimeur se doit d'avoir à ses côtés. La blonde, elle était sympa, même si elle râlait un peu parfois. Attention, t'es un peu trop sur la droite. Ah, mais attention, attention. Ah, je te l'avais bien dit. Attention, puis un gros rocher devant. Aïe, mon ongle, je me suis cassé un ongle. À part ça, c'était quand même un plaisir de partir en vacances avec elle à travers le monde et de découvrir des paysages grandioses et parfois bucoliques. Dis-moi ma chérie, ça te dirait qu'on se trouve un petit coin sympa pour pique-niquer? Tiens, le joli champ de fleurs là-bas par exemple avec ses... Mais regarde où tu vas et enlève ta benne de ma cuisse. Ah, et voilà, je te l'avais dit. De toute façon, c'est toujours comme ça, j'ai bien remarqué, à chaque fois qu'on va chez mes parents, monsieur fait l'imbécile avec sa Ferrari et nous met dans le fossé. Tu n'aimes pas mes parents, c'est ça, hein? À la fin de chaque course, on pouvait choisir entre 2 itinéraires, le désert ou les Alpes, la vallée de la mort ou les vignes, la petite route au bord du lac ou l'autoroute. Heureusement, aucun chemin ne menait chez les beaux-parents de la demoiselle. Mais oublions un peu tout ça, avec le temps on garde que les bons souvenirs. Je me revois encore sur la petite route de Coconut Beach au volant de ma Ferrari virtuelle avec ma meuf virtuelle à mes côtés roulant les cheveux au vent, à cause du ventilateur, sur des musiques ultra cool. Ah, merci Outrun. La cabine de la Ferrari Testarossa. Avec toutes les pièces que j'ai foutues dans la borne d'arcade, j'aurais aussi bien fait de m'acheter une Ferrari, une vraie, ou alors une autre voiture de riche. Tiens, si je vous parle de Lotus d'ailleurs, vous pensez à quoi? Vous allez me dire que c'est une fleur, bien sûr, ou alors une position, ou bien alors une carte super balèze à Magic, ou du papier toilette. Mais non, bande de pouces mégots. Lotus, c'est surtout des voitures très classe pour rouler dedans. Et de surcroît, Lotus Turbo Esprit Challenge, c'est un des meilleurs jeux de course de bagnole sur Amiga, qui était d'ailleurs l'ordinateur le plus classe de l'époque. Et je dis pas ça parce que j'en avais un. Allez, un petit coup de nostalgie pour la route. Alors voilà, là c'est ma caisse, avec les phares qui font des clins d'œil. Avec ça, tu montes à 100 km/h en moins de 7 secondes. Bon, les caractéristiques techniques, moteur 4 cylindres, 16 soupapes, 160 chevaux, boîtier 5 vitesses, intérieur cuir bien sûr, tableau de bord en ronce de noyer, sapin qui sent bon, et ça, c'est l'autoradio. D'habitude, il est calé sur Rire et Chanson, mais là, on va mettre une musique qui claque.
Tu remarqueras qu'on démarre 20ème, hein. Mais t'inquiète pas, on va pas rester longtemps à la traîne. À l'époque, 20 concurrents sur la piste dans un jeu de bagnole, c'était beaucoup. Ah tiens, qu'est-ce que je te disais? Paf, 5ème quand je te parlais de l'accélération. T'as rien vu venir, je parie, hein. Ça, c'est ma conduite en souplesse. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, les 20 concurrents. Tiens, hop, allez, 4ème, on n'en parle plus. 3ème même, allez, c'est parti. Pour rigoler, les programmeurs avaient donné aux pilotes concurrents des noms qui ressemblaient à ceux des grandes vedettes de la Formule 1 de l'époque. Du coup, tu te retrouvais en train de doubler Ayrton Sendup, Nigel Mansell ou Alain Phosphate. Véridique. On courait sur une trentaine de circuits à travers le monde avec parfois des trucs en travers de la route pour pimenter un peu, des barrières de sécurité, des flaques d'huile, des éboulements et tout ça. Ça te ralentissait mais tu pouvais pas avoir d'accident, pas question d'abîmer les caisses. Pour te qualifier pour l'étape suivante, fallait obligatoirement arriver dans les 10 premiers et si tu réussissais à finir le championnat, le jeu te filait un code que t'envoyais par la poste pour recevoir un faux permis de conduire Lotus à ton nom. La classe, non? On pouvait même jouer à deux en même temps, un sur l'écran du haut et l'autre sur l'écran du bas. Mais là, depuis le début, l'écran du bas, il est squatté par deux clampins qui foutent pas grand-chose, hein. En fait, ils sont censés être là pour faire le plein, parce qu'il fallait faire gaffe à pas tomber en panne d'essence. Oh les gars, ça vous dirait pas de bosser un peu là? Ah non, aujourd'hui c'est fermé, monsieur. On fait grève. Ah ça, si même le personnel de jeux vidéo se met en grève, on n'a pas fini. S'il n'y a plus de petit personnel pour bichonner de voitures de riches, même virtuelles, où va-t-on? Ce n'est tout de même pas moi qui vais aller le dimanche en jogging arroser ma Ferrari à coups de jet d'eau à l'éléphant bleu sur le parking du supermarché, enfin. On avait dit qu'on faisait une émission classe aujourd'hui, et ça c'est pas classe quoi, merde. Bon, tant pis pour la classe, hein, on se rattrapera la prochaine fois. En tout cas, moi je préfère 1000 fois conduire cette bonne vieille machine spatio-temporelle bricolée avec des bouts de ficelle plutôt qu'une bagnole de riche toute clinquante. Parce que vous emmenez à travers toute l'histoire du jeu vidéo au volant de ce petit bijou, ça c'est la classe. Alors à la prochaine fois sur Game One, mes bons amis du 21e siècle. Attendez-moi devant la télé, je passerai vous prendre.